Bonjour à toutes et tous. Je vais aujourd'hui présenter par le réseau FAI-Désert, dédié aujourd'hui aux patients atteints de Cogan, les manifestations principales, la prise en charge, le suivi de cette situation rare qu'est le syndrome de Cogan. Pour ma part, je suis Arsène Mekignan, professeur de médecine interne à l'hôpital Saint-Antoine, investi depuis maintenant quelques années en effet sur cette pathologie rare. Je voudrais particulièrement remercier l'association de patients, France Vascularite, au nom de son président, Raphaël Darbon, avec qui on a interagi pour préparer de façon la plus proche possible pour les patients atteints de vascularite ce volet sur le syndrome de Cogan. Tout d'abord, le syndrome de Cogan s'intègre dans les autres vascularites systémiques, mais c'est véritablement l'un des enfants pauvres de ces vascularites. Il s'agit donc à la fois d'une pathologie extrêmement rare qui reste parmi les moins étudiées aujourd'hui et dont on va voir ensemble les données sont aujourd'hui assez rares et se calquent souvent dans les prises en charge sur les traitements des autres vascularites. Donc le Cogan s'intègre dans la grande classification des vascularites qu'on classe aujourd'hui selon la taille du vaisseau, les vaisseaux de grand calibre, les vaisseaux de moyen calibre, les vaisseaux de petit calibre se calquent dans celles qui peuvent toucher les différents calibres de vaisseaux et avec la maladie de Behçet, ils sont tous les deux intégrés dans la catégorie des vascularites pouvant toucher les vaisseaux de tout calibre. Le syndrome de Cogan, pour donner un petit historique, a été décrit en 1945 avec un ophtalmologiste, David Cogan, qui avait décrit les patients qui présentaient une maladie oculaire, donc une kératite interstitielle proche de ce qu'on observait dans les syphilis, mais sans syphilis bien sûr démontrée, et qui avait également associé à cette atteinte oculaire une atteinte audio-vestibulaire. Donc ces deux chapitres décrivent et caractérisent véritablement ce qu'est le Cogan. C'est une atteinte oculaire associée à une atteinte audio-vestibulaire, et donc ces deux caractéristiques majeures constituent et sont nécessaires pour confirmer, pour évoquer en tout cas le syndrome de Cogan. Aujourd'hui, c'est une pathologie qui est extrêmement rare. Dans la série mondiale aujourd'hui décrite, il y a moins de 300 patients et il est très clairement possible que la pathologie soit sous-estimée puisqu'il y a finalement peu de recherches actuellement la concernant, mais ça reste néanmoins très certainement quand même une des vascularites parmi les plus rares. Aujourd'hui, on considère que c'est une pathologie qui peut toucher tout âge, mais souvent atteignant plutôt le sujet jeune, de 20 à 30 ans. Il n'y a pas de sexe particulier, a priori, à la différence de beaucoup d'autres maladies auto-immunes. Les hommes et les femmes sont, semble-t-il, touchés dans la même proportion. Et bien qu'on considère qu'il n'y a aucune prédisposition ethnique, puisque la maladie est décrite partout dans le monde, la majorité des cas touchent néanmoins les personnes, en tout cas d'origine caucasienne. Alors pour revenir sur cette première partie, la première atteinte qui est vraiment l'atteinte caractéristique indispensable au diagnostic du Cogan, c'est l'atteinte oculaire. Cette atteinte elle est particulièrement importante parce qu'elle peut comporter différentes atteintes différentes, mais l'atteinte caractéristique est la kératite interstitielle. La kératite interstitielle, comme on peut observer ici sur cette photographie issue d'une grande publication dans un grand journal, le New England, c'est une maladie qui se présente avec une rougeur oculaire, une douleur et une gêne très importante quand il y a de la lumière. L'œil est, on voit que l'œil est malade, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une rougeur, le malade a une vraie douleur et c'est quelque chose qui est visible même à l'œil nu. Mais le diagnostic ophtalmologique précis, en revanche, qui est la kératite interstitielle, est un diagnostic difficile et peut nécessiter le recours à un ophtalmologiste assez expert et qui connaît bien les pathologies, et en particulier les kératites interstitielles. La première chose à évoquer dans cette situation est bien sûr le diagnostic différentiel, qui sont les causes infectieuses, parmi lesquelles deux causes tout à fait importantes et fréquentes, qui sont bien sûr l'infection à herpès virus et la syphilis.
Donc, premier élément important et qui fait vraiment la caractéristique et qui était donc à la description initiale vraiment le signe majeur, c'est la présence d'une kératite interstitielle qui peut être inaugurale, complètement inaugurale de la maladie, qui est le plus souvent bilatérale, dont il faut très rapidement bien sûr s'assurer de l'absence d'une cause infectieuse qui sont l'herpès et la syphilis. Néanmoins, ici sont représentées les 3 principales séries mondiales de syndrome de Cogan. Vous voyez donc aujourd'hui que ça reste une situation bien sûr quand même rare. La première série mondiale est celle de nos collègues américains de la Mayo Clinic qui avaient décrit une 60aine de patients. La série française, il y a maintenant une 20aine d'années, et puis la série un peu plus récente, la nôtre, qui avait repris également quelques cas de la littérature. Vous voyez que la kératite interstitielle, même si c'est une des présentations bien sûr très caractéristiques, peut être présente ou associée ou même absente et remplacée par d'autres manifestations beaucoup moins spécifiques du Cogan, mais qui sont donc d'autres maladies inflammatoires oculaires telles que l'uvéite antérieure, la sclérite ou l'épisclérite. Donc le premier message très important est que devant toute manifestation oculaire inflammatoire, l'uvéite antérieure, récidivante, les sclérites, les épisclérites, en absence bien sûr d'étiologie particulière retrouvée, devant bien sûr la kératite interstitielle, devant toute kératite interstitielle, là encore en absence de cause infectieuse, le syndrome de Cogan doit être évoqué très clairement, comme une des pathologies, parmi d'autres bien sûr, pouvant expliquer donc ces manifestations ophtalmologiques. C'est très important aussi de bien comprendre que initialement l'attente oculaire peut être isolée, on va le voir un peu plus tard, mais il n'y a donc pas toujours la présentation d'emblée avec l'attente oculaire et audiovestibulaire, ou bien sûr l'association des deux est très clairement extrêmement évocateur de différentes pathologies, dont bien sûr le Cogan. Donc, le deuxième volet est l'attente audiovestibulaire. Donc, cette attente audiovestibulaire, premièrement, peut être initialement isolée, donc sans attente oculaire, peut être d'emblée associée à l'attente oculaire. Et cette attente audiovestibulaire, le plus souvent, mime le syndrome de Ménière. Le syndrome de Ménière est une forme de vertige brutal associé à des acouphènes, des vomissements, avec des nausées. La caractéristique importante, c'est qu'il y a associé à cette sensation de vertige l'apparition donc d'une hypoacousie ou d'une surdité qui en général est assez rapidement progressive avec une surdité qui peut être complète très rapidement, en quelques semaines ou en quelques mois. Là encore, si on regarde un petit peu donc les principales caractéristiques des 3 grandes séries mondiales en ce qui concerne donc sur l'attente auditive. Donc vous voyez que l'hypoacousie est bien sûr extrêmement caractéristique, présente quasiment toujours dans les séries antérieures. Dans notre série, la fréquence de cette attente auditive était un peu moins inférieure, un peu moins importante, mais ça reste quand même quelque chose de très fréquent. Et vous voyez que la surdité, c'est quand même quasiment un malade sur 2, donc c'est une caractéristique extrêmement importante. L'hypoacousie est un signal important qui doit faire évoquer parmi d'autres diagnostics le syndrome de Cogan, car on peut, comme on va le voir plus tard, l'intervention le plus rapide possible est absolument nécessaire pour éviter bien sûr la progression vers la surdité. Voilà ici ce que va constater donc le collègue ORL, qui va constater donc une hypoacousie de perception qui est modérée, mais qui peut rapidement évoluer vers une forme sévère, qui est progressive le plus souvent, mais qui peut être également d'emblée brutale. Donc c'est l'apparition tout d'un coup d'une hypoacousie, d'une surdité sévère. Majorité des malades ont plutôt une forme progressive avec une dégradation auditive qui s'installe sur quelques semaines. Quelques éléments complémentaires sont des fois utiles pour confirmer le caractère inflammatoire de cette hypoacousie, de cette surdité, en particulier bien sûr l'IRM du labyrinthe, qui peut permettre donc à l'ORL ou au médecin référent de voir de l'inflammation qu'on observe donc au niveau donc de l'appareil audiovestibulaire et donc évoquer une pathologie inflammatoire à l'origine de l'attente audiovestibulaire, parmi lesquelles bien sûr se classe donc le syndrome de Cogan. Alors, on a vu donc les 2 caractéristiques majeures du syndrome de Cogan, qui sont donc l'attente oculaire,
avec une variété donc, de manifestations, une extrêmement caractéristique qui est la kératite interstitielle, et on a vu donc le syndrome audio-vestibulaire, donc, où là encore, on a donc l'attente vestibulaire et ou l'attente auditive. Elles peuvent être associées, elles peuvent être isolées, elles peuvent être brutales, elles peuvent être progressives. Donc il y a globalement une vigilance importante devant la présentation de ces différentes formes et symptômes pour aller vers le diagnostic du Cogan. Enfin, le Cogan se classe donc dans les vascularites systémiques, et donc il y a également une atteinte des autres organes qui est tout à fait possible. Elle est moins caractéristique du syndrome de Cogan, mais elle est observée chez un certain nombre de malades. Vous voyez ici, par exemple, donc la représentation là encore des différentes manifestations. Principalement, il s'agit de la possibilité d'avoir un syndrome fébrile, un tiers des malades présentent de la fièvre, la caractéristique, la possibilité d'avoir donc des douleurs articulaires, et enfin la possibilité d'avoir une atteinte vasculaire, cette fois-ci au niveau de l'aorte et de ses branches principales. Toutes les autres manifestations, comme on peut le voir ici, sont extrêmement rares. Donc le Cogan est véritablement caractérisé par l'attente oculaire, audio-vestibulaire, la présence donc d'attente articulaire et la présence donc d'une forme avec aortite. Cette aortite est finalement présente chez un malade sur 5. Elle nécessite le plus souvent une imagerie systématique, donc un scanner, pour dépister la présence de cette aortite. L'aortite est le plus souvent asymptomatique, mais dans les formes qui sont très rares, peut aller jusqu'à donc la présence d'une insuffisance aortique et donc s'aggraver et être donc symptomatique. Mais le plus souvent, ça va être plutôt détecté sur une imagerie systématique et va nous permettre de va nous aider à évoquer donc une vascularite. Et parmi ces vascularites, bien sûr, le syndrome de Cogan, s'il y a une atteinte oculaire et vestibulaire. Les autres manifestations vasculaires, telles que le purpura, sont assez exceptionnelles, à la différence, bien sûr, d'autres vascularites, telles que les vascularites ANK ou la vascularite cryoglobulinémique. Et voilà donc les présentations initiales. On peut voir ici qu'un tiers des malades se présentera uniquement sur une atteinte oculaire, kératite interstitielle, uvéite ou sclérite récidivante, qu'un peu plus d'un tiers des malades aura uniquement une attente initiale audio-vestibulaire, mais dans la majorité des cas, et ceci fait partie des critères du Cogan, les deux manifestations vont se compléter et vont être présentes chez le même malade. On a donc, il y a quelques années, en France, décrit le Cogan donc typique, celui qui a une kératite interstitielle, qui a une atteinte audio-vestibulaire, et les deux manifestations apparaissent dans un délai de moins de 2 ans. Et puis, on s'est rendu compte également qu'il y a tout un ensemble de patients qui présentent une atteinte oculaire non spécifiques, telles qu'on a décrites, l'uvéite, la sclérite, qui peuvent s'observer dans beaucoup d'autres pathologies inflammatoires, que la manifestation audio-vestibulaire peut être très fruste, avec uniquement par exemple une perte auditive, et que le délai entre les deux organes peut être supérieur à 2 ans. Et donc on a défini ce Cogan comme une forme de Cogan atypique. Et ce Cogan atypique est beaucoup plus souvent associé donc à d'autres pathologies auto-immunes, d'autres vascularites d'ailleurs, ou la sarcoïdose par exemple, alors que le syndrome de Cogan typique est plus souvent isolé et constitue véritablement à lui seul une vraie pathologie, une vraie, en tout cas pathologie isolée de type vascularite. Il y a également quelques formes pédiatriques de Cogan qui sont décrites. Vous voyez ici la revue de la littérature qui reprend l'ensemble des observations pédiatriques. Vous voyez qu'il s'agit de très peu d'observations. Et donc très clairement, le Cogan est plutôt une pathologie donc, de sujets jeunes, mais de l'adulte jeune, plutôt que donc, de l'enfant ou de l'adolescent. La difficulté du syndrome de Cogan, c'est qu'il n'y a aucun marqueur biologique permettant donc de redresser ou d'aider au diagnostic de cette maladie. Il n'y a pas donc d'auto-anticorps, tels qu'on a l'habitude de l'avoir dans beaucoup de maladies, et qui sont une vraie aide, comme par exemple les anticorps ANK dans les vascularites ANK, comme les anticorps antinucléaires dans le lupus. Il n'y a pas vraiment de paramètres inflammatoires tels que l'hypergamma-globulinémie ou le complément qui sont perturbés. Par définition, il s'agit d'une pathologie où la sérologie de syphilis est négative. Et enfin, on peut avoir dans certains cas de l'inflammation non spécifique, mais ce n'est pas l'ensemble des malades. Donc on est dans cette maladie, dans un diagnostic qui est fait principalement sur un phénotype clinique. On observe donc un sujet qui décrit
les manifestations qu'on a vues ensemble, et il y a peu d'examens finalement biologiques qui vont être d'une grande aide. Les examens biologiques seront faits principalement pour éliminer le diagnostic différentiel. Et voilà ici la liste de quelques diagnostics différentiels qui peuvent être à la fois des formes parfois chevauchantes, c'est-à-dire associées au syndrome de Cogan, et on y retrouve donc quelques maladies auto-immunes, dont principalement d'ailleurs donc les autres types de vascularite. Après avoir vu donc ensemble les présentations du syndrome de Cogan, la question est bien sûr quelle prise en charge, quelle évolution pour ces malades. Et le premier élément important, c'est quel est le risque donc de l'évolution oculaire, quels sont les risques donc de l'atteinte audio-vestibulaire pour le malade qui se présente donc avec une de ces atteintes. On peut observer ici et avoir un début de réponse à ces deux questions. Premièrement, on voit ici dans ces toujours trois principales cohortes mondiales, la description thérapeutique des patients, et donc ils ont reçu pour la plupart donc, de la corticothérapie. Comme on peut observer, le premier message important est un message optimiste, l'atteinte oculaire est une atteinte de bon pronostic dans la grande majorité des cas. Ça veut dire que les patients ont peu de séquelles, une récupération rapide de l'atteinte oculaire, comme on peut observer ici, avec des réponses de plus de 80% des cas à la corticothérapie seule. Et donc l'atteinte oculaire, en général, n'est pas celle qui greffe donc, le pronostic, et la cécité, par exemple, sur une atteinte oculaire du Cogan est tout à fait exceptionnelle. En revanche, on peut l'observer ici sur la ligne concernant l'atteinte auditive. L'atteinte auditive est véritablement l'atteinte qui fait toute la gravité du syndrome de Cogan, car là, cette fois-ci, le pronostic fonctionnel auditif n'est pas bon. La récupération thérapeutique, surtout dans les formes où il y a une surdité brutale et une surdité d'installation depuis déjà plusieurs semaines, est difficile. On peut voir ici qu'un tiers seulement à 1/5 des malades récupèrent l'atteinte auditive, et c'est véritablement bien sûr cette atteinte qui en fait tout le drame et tout l'enjeu thérapeutique le plus précoce possible. Comme on peut observer, les autres manifestations telles que la fièvre, les articulations sont également plutôt de très bons pronostics et récupèrent plutôt bien sous un traitement par cortisone, qui est donc la molécule de choix bien sûr dans la prise en charge initiale. L'élément important à savoir, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de critères, il n'y a pas de score qui permettent d'évaluer donc une activité du Cogan, c'est-à-dire devant un malade qui a une atteinte audio-vestibulaire, et il n'est pas toujours évident de déterminer s'il s'agit d'une atteinte qui est déjà séquelaire ou s'il y a encore un caractère inflammatoire. Et donc une étude Delphi européenne est aujourd'hui en cours pour établir donc des critères d'évaluation qui permettent donc de donner des scores d'activité dans cette pathologie. La deuxième question, en dehors donc de la corticothérapie, c'est faut-il utiliser d'autres médicaments tels qu'on a l'habitude de les utiliser dans les autres vascularites et maladies immunologiques, et si oui, lesquels? Nous avions donc dans ce travail, qui reste malheureusement l'un des rares de la littérature, analysé les deux autres thérapeutiques en plus de la cortisone, qui sont donc les DMARDs, donc ce sont les traitements immunosuppresseurs conventionnels tels que le méthotrexate, l'Immurel, les mycophénolates, qui sont des médicaments usuels et très habituellement utilisés dans beaucoup de maladies immunologiques et beaucoup de vascularites. Il était donc bien sûr tout à fait logique de les utiliser également dans cette vascularite. Et nous avons aussi analysé l'effet des biothérapies, donc l'infliximab, donc les anti-TNF-alpha principalement, molécules utilisées donc depuis maintenant longtemps dans beaucoup de maladies immunologiques comme la polyarthrite rhumatoïde, comme la maladie de Crohn par exemple, et qui ont été donc dans quelques cas utilisées également dans le syndrome de Cogan, y compris donc par nous-mêmes. Vous voyez que quand on regarde et on compare l'efficacité de ces trois lignes thérapeutiques, la cortisone, les traitements conventionnels immunosuppresseurs et les biothérapies, vous voyez qu'on a une très très bonne réponse oculaire dans la majorité des traitements utilisés, une très bonne réponse sur les formes donc fébriles et articulaires, et qu'on a en revanche une très bonne surprise et l'impression que la biothérapie fait très clairement mieux que les autres lignes en ce qui concerne la récupération auditive. Il s'agit bien sûr de données qui sont de faible importance, sont fragiles, donc on ne peut pas être formellement certain que cet effet est tout à fait réel, en absence d'études de qualité méthodologiquement faites pour le confirmer. Néanmoins, dans le limite
limites de ces études rétrospectives. C'est une bonne surprise et vous voyez, ça se confirme ici quand on regarde en termes de réponse et qu'on compare l'infliximab aux autres lignes. On a donc une meilleure chance de récupération d'atteinte auditive, probablement avec les biothérapies. Si on regarde néanmoins les données de la littérature, aujourd'hui, elles sont très limitées, malheureusement insuffisantes, mais elles vont souvent plutôt dans le même sens, dans probablement meilleur bénéfice de cette ligne thérapeutique au cours du Cogan. Enfin, l'autre élément important est le traitement local en cas d'atteinte auditive. Et le traitement local, c'est la corticothérapie directement intra-oculaire, intra-ORL et également les implants cochléaires qui permettent, comme on peut voir ici, une très bonne récupération pour un bon nombre de malades. Et enfin, si on devait terminer par un algorithme de prise en charge aujourd'hui, même si on a vu qu'il s'agit d'une situation rare, de très peu de données méthodologiquement correctes, la pathologie se classe finalement en fonction de la sévérité bien sûr et de l'attente fonctionnelle importante, audio-vestibulaire principalement. Dans les formes d'emblée sévères, on va avoir recours très clairement à une intensification thérapeutique la plus importante car l'enjeu est la récupération audio-vestibulaire ou l'absence en tout cas d'aggravation ou l'absence d'apparition d'une atteinte audio-vestibulaire grave. Dans les formes beaucoup moins importantes, on peut utiliser d'emblée plutôt la corticothérapie seule, les traitements locaux et aujourd'hui ça reste donc véritablement une discussion d'experts sur le choix des molécules et la comparaison des différents traitements, le switch, etc. Dans le syndrome de Cogan et donc il faut habituellement référer au centre de compétences ou de référence pour discuter probablement les thérapeutiques dans ces malades et dans ces pathologies rares. Voilà donc les quelques mots sur le syndrome de Cogan, qui une fois de plus est une situation qui reste extrêmement rare et encore peu décrite, avec néanmoins des prises en charge qui se calquent sur les autres vascularites ou sur les autres pathologies auto-immunes et dont il y a une prise en charge en France qui est parmi celle qui est globalement la plus décrite et les séries françaises sont parmi les plus importantes, en tout cas des données mondiales disponibles.